On s'envolait très haut. Par moments, ça faisait la folie des grandeurs. Les journées n'avaient plus de rythme normal. Il n'y avait plus de samedi, plus de dimanche, plus de lundi. Tout ce que je faisais était lié à l'obsession de me faire une ligne. La coke, c'est la drogue de l'Union européenne. Avec la cocaïne, le monde ressemble à un magazine en papier glacé. Quand j'étais sous cocaïne, je me sentais intouchable. Et c'est ça qui me donnait envie d'en reprendre. De grande angoisse et à la limite de la paranoïa. C'est la manière la plus chère de faire un mauvais trip. On peut dire que la cocaïne est une drogue qui colle parfaitement à la société actuelle. La cocaïne est devenue une drogue de la rue. Dans les grands centres urbains, comme Berlin, elle est extrêmement facile à trouver. Contrairement à d'autres drogues, le plaisir de consommer de la cocaïne est d'abord abstrait. Il y a l'interdit qu'on transgresse, il y a la difficulté à en trouver, et puis la cocaïne a un côté un peu élitiste. Quand on regarde les images de la Berlinale, on se demande ce qui se passerait si la cocaïne disparaissait d'un seul coup. À quoi cela ressemblerait? L'effet était euphorisant. En un rien de temps, et quoi que je fasse, je me sentais fort. J'étais bien. Tout me plaisait, et j'avais la pêche. Surtout dans ma tête. La cocaïne a un effet fortement libérateur. C'est un désinhibant qui donne envie de parler. Quelqu'un qui est peu loquace ou renfermé peut devenir un vrai champion de la tchatch. Je n'ai jamais été très à l'aise lors des fêtes. Pour moi, la cocaïne, c'était l'idéal, parce que j'étais jeune, on faisait souvent la java. Plus tard, dans ma vie professionnelle, il y a eu aussi tout un tas de soirées, d'événements, et il fallait avoir de la présence, il fallait parler. Ralph travaille en tant que créatif indépendant. À 20 ans, il essaie la cocaïne lors d'une soirée en boîte de nuit. Durant 25 ans, il en consomme régulièrement. Son dealer est joignable 24 heures sur 24. Au début, j'en prenais pour faire la fête. Et puis les fêtes se sont multipliées et il y avait de la cocaïne tout le temps. Alors j'ai commencé à en prendre chaque jour. Quand je me suis mis à mon compte, j'ai énormément travaillé, notamment la nuit. Et là, la cocaïne m'a été très utile pour rester éveillé et pour être créatif, entre guillemets. La première fois que j'ai touché à la cocaïne, j'avais 15 ou 16 ans. Mais c'était encore un produit très cher. Et on n'en achetait que rarement. On était ados, ça n'était pas encore une habitude. La majorité des gens qui prennent de la cocaïne, la plupart du temps, le font par curiosité, par plaisir, et soit ne viennent pas consulter, soit viennent demander de l'aide, mais c'est relativement rare qu'on prenne de la cocaïne parce qu'on va mal. La première chose que ça donne, c'est vraiment un sentiment de toute puissance. C'est un peu fort, mais de confiance en soi qu'on n'a pas forcément pour quelqu'un qui est un peu inhibé, un peu timide. Ça aide. Quand on prend de la cocaïne, on produit énormément d'endorphines, je crois. Une sorte d'hormone du bonheur. Ce qui fait que, dès la prise, on se retrouve dans un état d'euphorie tout en étant très lucide. Et toute sensation de fatigue disparaît, donc on peut faire la fête toute la nuit, continuer à boire toute la nuit, sans avoir jamais le côté dizzy, le côté fatigué que l'alcool, par exemple, peut donner.
Au bout d'un moment, au lieu de n'en prendre que le samedi, j'ai commencé à en prendre dès le vendredi. Un peu plus tard, je me suis mise à en prendre quand j'avais rendez-vous le soir. Je me disais, allez, c'est pas grave, je démarre un peu avant les autres. C'est comme ça que j'ai commencé à en prendre seule. La cocaïne intervient sur notre système de récompense. Le système de récompense est activé par un neurotransmetteur, la dopamine. Et la cocaïne empêche, pour ainsi dire, la dopamine de disparaître de notre système de récompense. De fil en aiguille, c'est devenu ma petite récompense que je m'accordais après ma journée de travail ou après la fac. Et j'ai commencé à avoir envie d'en prendre même quand je ne sortais pas. Au début, je n'en prenais pas souvent. C'était réservé au week-end. Et donc ça se limitait à 1 ou 2 fois par semaine. Mais progressivement, mes week-ends ont démarré le jeudi soir, et puis le mercredi, jusqu'au moment où je me suis mis à en prendre pratiquement tous les jours. J'en prenais même pour travailler. Je ne savais même plus ce que c'était de ne pas être sous l'effet de la cocaïne. En 1859, les premières feuilles de coca arrivent en Allemagne par le port de Hambourg. Le chimiste Albert Niemann s'intéresse tout particulièrement à cette plante de la cordillère des Andes dont on dit monts et merveilles. En 1860, il est le premier à en isoler les alcaloïdes. Wolf Kemper est enseignant en sociologie à l'université de Lüneburg dans le nord de l'Allemagne. Il travaille sur l'histoire de la cocaïne. Pendant 10 ans, il a étudié le comportement des consommateurs de cocaïne. Les cocaïnomanes ont l'impression de faire partie d'une certaine élite parmi les consommateurs de drogue. Le plus souvent, ils ne se considèrent pas comme des drogués, mais comme des gens qui utilisent une substance psychotrope pour leur plaisir ou pour stimuler leur créativité. La cocaïne n'est pas la drogue du tout venant, entre guillemets. C'est la drogue de gens plutôt à l'aise dans la vie, de gens qui ont un certain standing, comme les hommes d'affaires par exemple. Les gens que je connais qui prennent de la cocaïne ne sont pas forcément des junkies qui vont prendre de l'héroïne. La cocaïne, en tout cas dans les milieux que je fréquente, c'est une drogue de fête. Ils n'ont pas vraiment le sentiment de commettre un délit ou de faire partie de la catégorie de ceux qu'on appelle les drogués. Pour moi, la consommation de cocaïne n'a jamais été associée à l'idée de délit. Peut-être parce que ça se passait en privé. Je n'ai par exemple jamais acheté de drogue dans la rue, où j'aurais eu sans doute davantage l'impression de faire quelque chose d'interdit. Tout se passait en privé, dans les appartements. Ces dernières années, la consommation a fortement augmenté. La cocaïne, longtemps considérée comme une drogue chic réservée aux nantis, est aujourd'hui beaucoup moins chère. Elle est devenue un produit courant à usage quotidien. La cocaïne se consomme dans tous les milieux. Dans mon cercle d'amis, tout le monde prend de la cocaïne. Ça va de l'ouvrier jusqu'à l'universitaire. La cocaïne coûtait l'équivalent de 150 à 200 euros le gramme. Aujourd'hui, elle coûte de 40 à 50 euros le gramme. Elle est devenue accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, la cocaïne est aussi bien consommée par des gens très riches, comme autrefois, que par des gens très pauvres, qui bénéficient d'allocations sociales. Il semble que les catégories les plus pauvres de la population soient la nouvelle cible du marché de la cocaïne. Dans notre centre, nous voyons passer différentes catégories sociales qui consomment de la cocaïne. Et c'est assez fluctuant, sans qu'on sache très bien pourquoi. En ce moment, par exemple, parmi nos patients, nous avons beaucoup de cuisiniers et beaucoup de coiffeurs,
aussi bien des hommes que des femmes. Nous avons également beaucoup d'enseignants. Au début, Patrick prenait de la cocaïne pour faire la fête, pour s'amuser et pour se sentir bien. Mais petit à petit, il a commencé à en prendre pour être plus performant dans son travail. À mon avis, la cocaïne est présente dans tous les milieux. Dans les milieux où on fait la fête, dans les bars, mais aussi chez les hommes d'affaires, les médecins, les agents immobiliers, les vendeurs de voitures. On en trouve pratiquement partout. Le consommateur de cocaïne est relativement invisible. Il a toujours été parfaitement intégré à la société et a priori, rien ne le destinait à attirer sur lui l'attention des médias et du public. Mais tout cela a changé quand le crack, la cocaïne sous forme fumable, est arrivé sur le marché. En Allemagne, la cocaïne est présente dans les Fixerstuben, des endroits dans lesquels les toxicodépendants peuvent consommer leur drogue légalement dans un environnement médicalisé. Depuis le milieu des années 90, la consommation de cocaïne a fortement augmenté et son public s'est élargi. Autrefois, c'était une drogue exclusivement festive. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Selon nos informations, les 15 à 20 000 toxicodépendants recensés à Hambourg consomment pratiquement tous du crack à des degrés divers. Ça peut aller d'une fois par semaine à une fois par jour. Dans certains cas, ça va jusqu'à 80 pipes de crack par jour. Pour se faire une idée de la différence entre la cocaïne et le crack, il faut se dire que le crack est à la cocaïne ce que le char d'assaut est à la mobilette. Le crack est de la cocaïne chimiquement transformée en cristaux destinés à être fumés. L'effet est quasi immédiat, mais il est extrêmement fugace. La plupart des gens que nous voyons passer sont polytoxicomanes. Souvent, les gens qui fument du crack prennent également de l'héroïne ou du barbiturique et des benzodiazépines pour redescendre de leur trip à la cocaïne. Ce qui fait que nous avons affaire à une polytoxicomanie très marquée, avec un public de toxicodépendants très varié et souvent très pauvre. Dans notre centre de thérapie, nous constatons que la cocaïne touche aujourd'hui toutes les couches de la population. Elle ne se limite plus à des groupes bien déterminés. C'est devenu une drogue de la rue. L'usage de la cocaïne a connu une première vague dans les années 80. Dans le milieu de la musique, la poudre blanche était particulièrement répandue. Mais elle était encore un produit de luxe. Dans son autobiographie, Hart wie Marmelade, dur comme de la confiture, Kai Hawaii, le chanteur du groupe Extra Bright, retrace l'atmosphère de cette époque marquée par l'émergence de la cocaïne. Und ich beschloss endgültig, der unheiligen Gier nach dem Stoff einen eigenen Songtext zu widmen. Kokain war eine ziemlich nüchterne und sarkastische Bestandsaufnahme geworden, die in der Zeile gipfelte: Ich will mehr, meine Heimat ist das Meer. Die Nummer beruhte auf eigener Erfahrung. Du kannst sie sehen! La première fois qu'on a pris de la coke, c'était en 1981. C'était l'époque où on a commencé à tourner à travers toute l'Allemagne. Nous étions dans un club à Berlin, on avait rempli la salle et le concert avait été super. Et après, fameuse drogue si smart et si chère. Pour nous, c'était un symbole de réussite, de glamour. Évidemment, on trouvait ça génial. C'était le début des années 80. Tout allait très vite. La tendance n'était plus à la rêverie planante.
ni à l'élargissement de la conscience ou au voyage intérieur psychédélique. La tendance était à l'affirmation de soi. Il fallait booster son ego. Et de ce point de vue-là, la cocaïne collait parfaitement avec ces années-là. Ça a été une phase. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, la coke était toujours présente. Ça faisait partie d'un tout. On trouvait ça très classe. C'était une attitude. Il y a eu des moments super. Après les concerts, on se faisait une ligne et ça y allait. Génial, on est les plus grands, blablabla. Ça avait pour effet de démultiplier l'estime qu'on avait de soi-même et d'intensifier la perception des choses. Wolf Kemper a également étudié le rapport entre cocaïne et musique. Il a mené des entretiens avec une quarantaine de musiciens qui ont accepté d'évoquer leurs expériences. Les musiciens étaient obsédés par le désir d'afficher leur célébrité. Or, la consommation de cocaïne est une façon d'afficher sa célébrité. Ça revient à dire, moi j'ai les moyens, je peux me le permettre, même si au gramme c'est plus cher que de l'or fin. Je m'appelle Hermann Ariel Scheige, j'ai 51 ans, je suis en prison depuis 10 ans pour trafic international de cocaïne. En 1971, Ariel Scheige quitte l'Uruguay pour l'Allemagne. Très vite, il noue des contacts avec les milieux politiques extrémistes où les drogues sont très courantes. Dans les années 70, le cannabis et le LSD dominent encore le marché. La cocaïne arrivera un peu plus tard. Mes premiers contacts avec la cocaïne datent du début des années 80, vers 1982. Dans ces années-là, tout le monde s'intéressait à la cocaïne. C'était la mode absolue, surtout durant la première moitié des années 80. C'était l'époque du disco, des fêtes à tout casser, des costumes scintillants, des soirées événements. Et au cours de ces soirées, les consommateurs de cocaïne adoraient se donner en spectacle. La cocaïne cadrait parfaitement avec toute cette vie festive et nocturne. Le disco était au top et la cocaïne, c'était pour ainsi dire la cerise sur le gâteau. Socialement, c'était quasiment devenu un must. Parmi mes clients, j'avais un homme politique, des courtiers en bourse, des yuppies, des publicitaires, etc. Plein de gens comme ça. Et puis il y avait aussi tout un tas de gens issus de familles très riches. C'était très sympa d'être dans cette ambiance, dans cette humeur où on avait la sensation de brasser un tas de choses et d'avancer en permanence. On avait l'impression de faire partie d'une caste de privilégiés, de connaître des secrets que les autres ne connaissaient pas. Tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai beaucoup de mal à définir ce que ça nous apportait effectivement. Je ne vais pas nier le plaisir que j'ai pu prendre, et je reconnais qu'il y avait vraiment une attirance très forte. Mais avec le recul, j'ai davantage le souvenir de moments désagréables que de moments agréables. Tu te trouvais des affinités avec des gens auxquels tu n'aurais jamais fait confiance en temps normal. Et tout ça à cause de la coke. Et il n'y avait rien de vrai ni d'authentique. C'était juste de l'esbrouf.
Et le plus souvent, ça se passait dans des conditions assez peu reluisantes. On se retrouvait dans des toilettes sordides, à se faire des lignes sur les lunettes de chiottes dégueulasses. Mais on s'en fichait. Tout était merveilleux. Et c'était reparti pour un tour. Au début des années 80, la cocaïne a été de plus en plus appréciée par les musiciens de la nouvelle vague allemande, mais aussi par le public. Le chanteur Falco, par exemple, n'a jamais caché son opinion sur la question. Quand il chante « C'est la neige sur laquelle nous dévalons tous la pente », c'est quand même assez explicite. Petit à petit, la cocaïne a gagné ses lettres de noblesse dans le milieu de la musique et par répercussion auprès des auditeurs. En tant que dealer de cocaïne, on avait droit à pas mal d'égards. On était invité à des événements inaccessibles au commun des mortels, notamment dans la musique. Des tournées, des soirées de clôture, des présentations, des fiestas. Les gens étaient toujours très contents d'avoir quelqu'un dans les parages dont ils savaient qu'il avait de la bonne cocaïne. Tout le monde en voulait. Et quand tu donnais une soirée, tu savais parfaitement qu'à un moment ou un autre, tout le monde allait vouloir de la coke. Et si dans ces moments-là, tu n'en avais pas, tu savais que l'ambiance de ta soirée serait mauvaise. Au cours de notre étude, nous avons eu plusieurs entretiens avec des dealers. Et nous nous sommes aperçus que les dealers qui ne vendent que de la cocaïne développent un sentiment de supériorité très marqué. Ils ont leur propre mode opératoire. Ils ne prennent jamais l'initiative d'aborder un acheteur potentiel. Ils attendent que l'acheteur vienne à eux. Pendant de nombreuses années, un tas de gens savaient que je dealais de la cocaïne. Et personne ne m'a jamais dénoncé ou balancé à la police. Mais je n'ai vendu que des drogues que je consommais moi-même, et en quantité importante. Ariel, qui est sud-américain, ne tarde pas à contacter un baron de la cocaïne avec lequel il négocie des livraisons régulières. Pour lui, c'est l'occasion de gagner beaucoup d'argent, mais c'est aussi une manière de rester en dehors de la loi. Par sa mère, Ariel est originaire d'une famille d'anarchistes. L'aspect aventureux de la chose a joué un grand rôle. C'était une sorte de reliquat de ma période d'activiste politique. Il y avait l'aventure, mais aussi ce côté subversif et underground qui me permettait de rester en marge de la société bourgeoise. C'est comme ça que j'ai commencé. À mon avis, la cocaïne est toujours très présente. Peut-être même plus présente que dans les années 80. Parce qu'aujourd'hui, on en trouve plus et elle coûte nettement moins cher. Avant, c'était un produit de luxe qui coûtait les yeux de la tête. Environ 150 € le gramme. Et c'était souvent de la mauvaise cam. Donc pour moi, le marché n'a pas diminué. Je pense qu'il a plutôt augmenté. En revanche, les motifs de consommation sont restés les mêmes. La cocaïne est avant tout une drogue festive, appréciée en tant que telle dans toutes les grandes villes d'Europe. Julie a 32 ans. Elle travaille dans la mode. Elle consomme de la cocaïne depuis 10 ans, toujours dans les mêmes circonstances, le week-end, avec des amis. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai toujours le même cercle d'amis qui en prennent et avec qui j'en prends. Quand je sors le soir, on m'en propose sans arrêt. Je remarque que quand je vais dans des soirées à Paris, il y a la queue aux toilettes. Il y a des gens qui entrent dans les toilettes 2 par 2 pour prendre de la coke. Pour beaucoup, la cocaïne fait partie de la fête. À une époque où l'apparence est devenue le maître mot, la poudre miracle est une façon de se mettre en évidence. On est dans une société où on vous demande de paraître. Paraître heureux, paraître bien. Et la cocaïne est typiquement la drogue du paraître. Francis Curté est psychiatre. Il travaille dans un hôpital parisien au contact de SDF et de toxicodépendants. En plus de 30 ans d'activité, il a accumulé une longue expérience dans la prise en charge et le suivi psychologique des drogués.
il connaît l'importance de la prévention. Il est évident que la cocaïne, avec sa capacité à donner de l'énergie quand on n'en a plus, à vous permettre de gommer la fatigue, de faire comme si tout allait bien, et de faire paraître heureux même qu'on ne l'est pas tellement, c'est effectivement la potion magique de notre société. On devient une autre personne, on devient beaucoup plus fort, beaucoup plus cool, beaucoup plus à l'aise. C'est la potion magique d'une société de performance. Mais cette potion magique, contrairement à celle qu'on a dans Astérix, celle-là, elle a une contrepartie très grave, c'est que on risque de le payer cher, rarement en mourant, mais par des états dépressifs très graves, par des réactions paranoïaques. Et je pense qu'on peut devenir très facilement accro. Donc, à partir du moment où on arrive en soirée et on se dit qu'il manque quelque chose, qu'on serait mieux si on pouvait prendre une ligne, on commence quelque part à toucher à la dépendance. Il y a ceux qui prennent de la drogue par plaisir, par convivialité, par pression du groupe, pour faire comme les autres, par expérience, par curiosité. Ceux-là, il est difficile de les appeler toxicomanes. Ce sont des simples usagers de drogue. Moyennant quoi, ce sont des produits qu'ils prennent et la cadence à laquelle ils en prennent, ils peuvent des fois avoir de véritables problèmes. Et même quelqu'un qui prend la cocaïne uniquement par plaisir, s'il en prend régulièrement, peut avoir des problèmes, donc il faudra peut-être l'aider. De par ses multiples expériences thérapeutiques, Francis Curté sait que les usagers les plus menacés sont ceux qui utilisent la cocaïne pour faire face à leurs problèmes personnels. Parce que lorsque quelqu'un, par exemple, ne va pas bien, prend un produit, et que le temps du produit, il s'aperçoit que les problèmes qu'il avait, l'angoisse, le désespoir, le mal de vivre, disparaît le temps du produit, et que, par contre, ça réapparaît quand le produit cesse son effet, eh ben, il est tenté forcément de reprendre le plus souvent possible pour se remettre le plus souvent possible dans cet état où, finalement, il est enfin en dehors de ses problèmes. Et donc, va se créer à ce moment-là une habitude de prendre le produit, une accoutumance. La même dose ne faisant plus le même effet, il est obligé d'augmenter les doses et il va finir par en prendre presque quotidiennement ou quasi quotidiennement ou même plusieurs fois par jour et il va finir par vivre pour et dans la drogue. Et il y a donc cette conduite de fuite qui s'associe à une démesure. Il y a 5 ans, Andreas Niedrig est au sommet de sa carrière de triathlète. C'est le moment qu'il choisit pour faire son coming out, notamment pour devancer d'éventuelles révélations de la presse sur son passé. Il publie un livre intitulé « Du camé à l'Ironman », une confession sans détour sur sa vie de drogué. J'ai commencé à prendre de la coke à l'âge de 15 ans. Bien sûr, je n'en prenais pas tous les jours parce que je n'avais pas les moyens. Vers 17 ans, ça s'est nettement amplifié. Je me suis engagé dans l'armée et j'ai eu une solde, ce qui représentait pas mal d'argent par rapport à mes moyens de l'époque. C'est là que j'ai été amené à fréquenter des gens qui consommaient couramment de la coke et très vite j'ai compris qu'en devenant vendeur, je pourrais financer ma propre consommation. Pendant tout le temps où j'ai été soldat, je ne dormais que 2 à 3 heures par nuit et je restais éveillé grâce à la cocaïne. Je consommais mes 2 à 3 grammes par jour. Dans son livre, il écrit « J'aimais la poudre blanche, mais au lieu de m'aimer en retour, elle tuait les sentiments que j'avais pour d'autres personnes. Elle prit possession de moi, exigeant que je ne me consacre qu'à elle. La cocaïne asphyxie ton amour pour autrui. Elle ne laisse aucune place à d'autres sentiments. » La première fois qu'on consomme de la cocaïne, la sensation qu'on ressent se produit dans la tête. On se sent comme une cocotte minute susceptible d'exploser à tout instant et de générer une sensation de bien-être extraordinaire. Sauf que cette sensation n'arrive pas. On a l'impression que ça va exploser, que l'explosion va être géniale, mais ça n'explose pas. Mais comme tu crois que tu es à 2 doigts de l'explosion, tu as envie de te refaire une ligne tout de suite pour y arriver. À chaque ligne, l'envie devient plus pressante. C'est de plus en plus génial. Mais comme il ne se passe rien, tu restes tout le temps dans le désir. Persuadé qu'à la prochaine ligne, ça va exploser, mais ça n'explose pas. Après le cannabis et la cocaïne, Andreas touche à l'héroïne. Son parcours fait aujourd'hui l'objet d'un long métrage. Jungs, ihr wisst es beide, dieser Mann hat gesündigt. Geht geregelter Arbeit nach, nennt eine Familie sein eigen und beachtet die Verkehrsregeln. Bekennt sich schuldig?
Er bekennt sich schuldig. Er bekennt sich schuldig. Age ist mehr als nur eine Droge. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Wenn sie dich einmal küsst, bleibst du ihr treu. Immer. Aber mit dem Heroin war es dann so. L'héroïne, en revanche, ça rendait totalement zen. C'est pour ça qu'après l'héroïne, on retournait à la coke, parce qu'être zen, ça ne suffit pas. Dans la vie, il faut être productif. Alors on prenait de la coke pour se réveiller et de l'héroïne pour se calmer. C'était comme une douche écossaise. On prenait telle ou telle drogue en fonction de ce qu'on avait à faire au cours de la journée. Quand il fallait travailler, on se faisait une ligne de coke, et quand on voulait être tranquille le soir, on prenait de l'héroïne. Avec la consommation, toutes les limites qu'on s'impose habituellement tombent. La peur disparaît. On ne se préoccupe absolument plus des conséquences de ce qu'on fait. C'est ce qui procure cette grande sensation de liberté. Mais ce n'est pas la vraie liberté. Le sentiment de liberté disparaît dès que l'effet s'en va. Alors on se rend compte que tout ça n'est pas authentique. Que la sensation est uniquement le fait du produit que tu viens de sniffer. Et ça te déprime complètement. Parce que tu te rends compte que non seulement ta vie n'avance pas, mais qu'en plus tout est en train de partir en vrille. Andreas Niedrig a de la chance. Même dans les moments les plus sombres, Sabine, sa femme, ne l'abandonnera pas. Avec son aide et grâce au sport de haut niveau, il finit par se remettre dans le sens de la marche. Okay, Coach. Ich bin fit. Ich bin mein Wettkampf. Andreas Niedrig suivra également une thérapie, une décision salvatrice qui lui permet d'ouvrir les yeux sur son passé et de comprendre les raisons profondes de son addiction. À Berlin, le centre de désintoxication Kokon propose des programmes de thérapie de jour. Kokon a été créé en 1987 en réponse à une forte recrudescence de la toxicomanie liée à la cocaïne. Le traitement dure environ 14 mois. Ils viennent nous voir quand ils s'aperçoivent que la cocaïne commence à prendre l'ascendant, quand ils ont peur de perdre le contrôle de leur vie quotidienne. J'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai constaté que même quand je me droguais, je me sentais mal. Il m'en fallait de plus en plus. Et le fait d'en consommer ne me mettait plus dans l'état que je voulais atteindre. Quand je n'avais plus de cocaïne, j'étais terriblement angoissé. Et quand j'en avais encore, j'avais déjà peur du moment où je n'en aurais plus. Je me suis adressée au centre Kokon parce qu'à un moment, j'ai remarqué que je perdais le contrôle. Je me racontais des histoires. Je me disais, je suis étudiante, j'ai un appartement, j'ai des amis, je travaille. Ça ne correspondait pas à l'image que je me faisais de la toxicomanie. Je n'étais pas la pauvre toxico qui mendie au carrefour. Et je me disais, je ne suis pas comme ça, donc tout va bien. Très vite, Anna consomme de plus en plus, et en cachette. Pour elle, la cocaïne n'est plus un plaisir qui se partage, mais un moyen d'affronter son existence. Peu à peu, elle dérive vers la dépendance. Pendant les phases où je prenais de la coke 4 jours par semaine, à 1h du matin, j'en étais réduite à aller m'acheter de l'alcool à la station-service pour arriver à dormir. Parce que le lendemain, il fallait que j'aille à la fac. Et là, j'ai fini par comprendre que j'étais allée beaucoup trop loin, qu'il fallait faire quelque chose. Sans aide extérieure, je n'étais plus capable de limiter ma consommation ou d'abandonner la cocaïne. Ma vie professionnelle en a beaucoup souffert. Je n'assurais plus du tout. J'inventais un tas d'excuses pour ne plus venir travailler, pour ne plus aller à tel ou tel rendez-vous. Et puis j'avais une sale tête. Je me rendais compte que physiquement, je me laissais complètement aller. La cocaïne est l'une des drogues dont on a tendance à sous-estimer le risque de dépendance. Les usagers ont l'impression qu'ils contrôlent la situation.
C'est ce que nous appelons l'illusion du contrôle. La cocaïne donne l'impression qu'on contrôle et qu'on ne risque pas de devenir dépendant. Mais à plus ou moins long terme, ça va déraper. D'un côté, les usagers seront certes capables de ne rien consommer pendant un jour ou deux. Mais d'un autre côté, les soirs où ils vont se dire « Allez, aujourd'hui je me contente juste d'un demi-gramme », ils vont rappeler leur dealer ou ils vont ressortir de chez eux pour aller acheter un demi-gramme supplémentaire. Au bout d'un moment, la dynamique inhérente à la substance, à savoir cette envie qu'elle suscite, ne leur laissera plus de répit. À partir d'un moment, on ne consomme plus en société. Je ne me sentais plus bien quand j'étais avec des gens et sous cocaïne. Et quand on commence à consommer seul, quand on se renferme de plus en plus sur soi, là il y a dépendance. Pendant longtemps, on a pensé que la dépendance se définissait par l'apparition de signes révélateurs d'un manque. La cocaïne nous a appris que ce n'est pas exact. Dans de nombreux cas, la consommation de cocaïne est plutôt épisodique. Pour moi, la dépendance s'est manifestée par le fait que j'étais incapable de penser à autre chose qu'à la cocaïne, à la manière de m'en procurer, au moment où j'allais pouvoir en prendre, et aux sensations que j'associais à la consommation. Cette impression de planer, d'être intouchable, et aussi ce sentiment d'être important. L'objectif prioritaire de Cocon est le traitement de l'addiction. Pourtant, quand la cocaïne sert à fuir la réalité, la dépendance n'est que le symptôme d'un mal plus profond. Pour le psychiatre Francis Curté, il faut alors une thérapie plus poussée pour sortir le patient du cercle vicieux. Mais pour qu'il quitte le produit, il faut impérativement qu'il puisse régler les problèmes qu'il voulait fuir. Ce qui suppose qu'il les exprime, qu'il ose en parler. Ce qui est extrêmement difficile parce que justement, il a préféré jusqu'à présent se droguer plutôt que d'aborder ses problèmes, sans doute parce que ça lui fait à la fois trop peur et trop mal. Tu ne t'en sortiras que par toi-même, mais pas tout seul. C'est la devise de Cocon. Une fois qu'on a cédé à la tentation, difficile de faire marche arrière. D'après mon expérience et tout ce que j'entends dire, il semblerait que la cocaïne soit une drogue qui génère une addiction très forte. Ce n'est pas une dépendance physique au sens strict. Contrairement aux opiacés, le manque de cocaïne n'empêche pas de se lever, n'entraîne pas de douleur ni de vomissement. En revanche, bien que j'en ai pas fait personnellement l'expérience, il semblerait que pour certaines personnes, le sevrage soit atrocement difficile. La dépendance psychique est extrêmement insidieuse. C'est ce qui la rend si dangereuse. Quand on est sous cocaïne, on a l'impression de vivre dans un magazine en papier glacé. Et quand la vie ressemble à un magazine en papier glacé, on a du mal à croire que ça ne va pas. Au contraire, on a l'impression que tout va bien. La cocaïne et le crack n'engendrent pas une dépendance physique, ils créent une dépendance psychique. Mais pour le crack, l'envie compulsive, également appelée craving, augmente au fur et à mesure que la consommation augmente. Les consommateurs sont incapables de cesser de prendre du crack tant qu'ils en ont à disposition. Plus une substance est euphorisante, plus elle génère une dépendance rapide. Et ça vaut pour toutes les substances que nous connaissons, car la cible neurobiologique commune de toutes les drogues, c'est notre système de récompense. Pour schématiser, disons que le système de récompense a pour fonction de nous rétribuer en nous donnant de l'euphorie, une action qui normalement est essentielle à notre survie. Or, la cocaïne va court-circuiter le centre de récompense. Le fait est qu'une fois qu'on est accro à la cocaïne, on a beaucoup de mal à s'en défaire. La désaccoutumance n'est pas physique. Elle ne cause aucune douleur. Ce qui rend le sevrage si pénible, c'est le désir généré par la cocaïne. On ne peut tout simplement pas s'arrêter. La prise de cocaïne déclenche immédiatement le désir d'une nouvelle prise. Et donc, tant qu'on a de la cocaïne, on va en consommer. C'est sans fin.
Avec la fumette ou avec d'autres drogues, il se passe plus de temps avant qu'on ait envie d'y retourner. Mais avec la cocaïne, on a en permanence cette sensation qu'il en faut toujours plus. C'est un désir qu'on éprouve dès la première prise, mais qu'on n'éprouvera plus jamais de la même façon. Pour moi, c'est une des caractéristiques de la cocaïne. Le plaisir qu'on a ne dure jamais très longtemps. Il y avait tout le temps cette envie d'en reprendre, en augmentant les doses à chaque fois parce que l'effet disparaissait. Et ça générait un stress hallucinant qu'on essayait de combattre en picolant ou en fumant comme un pompier. On était dans une sorte de boulimie frénétique d'ingurgitation. On se faisait une ou deux lignes, et au bout d'une demi-heure, on avait déjà envie de se faire la suivante. Sinon, tout ce qui se passait autour n'était plus marrant. Et tout ça dans des intervalles de plus en plus réduits. C'est assez caractéristique. Le désir de cocaïne est fort. Mais combien y a-t-il effectivement de cocaïne dans une dose? Quelle est la nature réelle du produit qu'on absorbe? Avec un peu d'humour, on pourrait dire que la cocaïne qu'on trouve aujourd'hui dans la rue est légale à 99%. Elle est coupée avec tout un tas de produits. Certains sont actifs, comme les antalgiques, et certains sont inactifs, comme le glucose. Le lait en poudre, ou le fructose. Tous ces produits sont ajoutés à la cocaïne dans le but de maximiser les bénéfices. On utilise aussi le verre broyé, car c'est une matière très lourde et indécelable à l'œil nu. Ensuite, il peut y avoir de la farine, de la lessive en poudre. On utilise aussi beaucoup de speed, parce que c'est bon marché. Le speed ne coûte que 10 € le gramme. En plus, ça a le même goût et ça anesthésie un petit peu. Normalement, quand on goûte de la cocaïne, on en met un petit peu sur la langue et on regarde si c'est amer et si ça anesthésie légèrement la langue ou le palais. Et à ce niveau-là, le speed a un peu les mêmes propriétés. De nos jours, ce qu'on trouve dans la rue, ce sont souvent les mélanges faits par les dealers à partir de divers comprimés réduits en poudre et ajoutés à la cocaïne. L'essentiel, c'est que la poudre soit blanche. On utilisait beaucoup l'acide ascorbique. Mais c'était risqué car c'est un produit qui prend très vite l'humidité et ça pouvait facilement vous saloper votre coke. On utilisait aussi de l'aspirine ou même le crépi des murs. La cocaïne n'est pas seulement un dopant pour le cerveau. Le mythe selon lequel elle stimulerait nos performances sexuelles a la vie dure. Alors, un faux ou un tox? 70% des consommateurs de cocaïne en prennent parce que ça leur permet d'expérimenter d'autres formes de sexualité. Des formes de sexualité qu'ils ne s'autoriseraient pas en temps normal. Donc une sexualité plus désinhibée, qui leur permet d'assouvir leurs fantasmes sexuels. Pour moi, la cocaïne est une drogue à usage sexuel. Elle donne souvent un sentiment de puissance. On se sent séduisant et viril. La cocaïne permet aussi d'oublier les inhibitions qu'on a en temps normal, quand on n'est pas sous l'emprise d'une substance psychotrope. Grâce à la coke, on est en situation de vivre tout ce qu'on a toujours eu envie de vivre. Certains de nos patients consomment de la cocaïne avant de se rendre dans un club échangiste pour avoir des relations sexuelles bien précises. Et la plupart du temps, sans cocaïne, ça ne les amuserait pas du tout.
Une consommation importante de cocaïne génère un désir sexuel important. Ça permet d'ailleurs de se livrer à un tas de jeux très sympas, en se saupoudrant les muqueuses de cocaïne par exemple. Et d'après ce que j'ai entendu, ça rendrait les hommes très endurants. Je n'en ai pas souffert au niveau de ma virilité, mais au niveau de mon rapport avec une sexualité normale. Quand j'ai commencé à être clean, la sexualité sans cocaïne m'a posé problème. Parce que dans mon esprit, la coke était encore très associée au sexe. Quand j'ai arrêté la coke, ça m'a inhibé dans ma vie sexuelle. Au fil du temps, une forme d'impuissance apparaît. On n'est plus capable d'atteindre l'orgasme. On a l'impression qu'on va exploser de désir, mais la satisfaction n'arrive pas. Il y a une certaine différence entre le cinéma qu'on se fait dans la tête, les fantasmes sexuels, et ce qu'on est physiquement capable de faire dans la réalité. Pour le dire de manière un peu directe, on est content quand on est encore capable d'avoir une érection. Ça baisse considérablement et, à partir d'une certaine quantité quotidienne, on n'a plus du tout la tête à ça. La consommation de cocaïne stimule notre production de dopamine et de sérotonine, qui est étroitement liée à notre sexualité. Par conséquent, beaucoup d'usagers utilisent la cocaïne pour stimuler ou réactiver leurs fantasmes sexuels. Ce qui est un paradoxe quand on sait que la cocaïne empêche une bonne irrigation des vaisseaux sanguins, notamment dans les extrémités, et que les usagers risquent donc de se retrouver provisoirement impuissants après une prise. À terme, les cocaïnomanes perdent goût à la sexualité et se replient progressivement sur eux-mêmes. À la longue, de nombreux usagers consomment seuls et vivent de plus en plus isolés. Humainement, je n'avais plus aucune relation digne de ce nom. Ma relation la plus intense, c'était la cocaïne. Quand on est accro, on n'est absolument plus en mesure d'avoir de vraies relations. D'autant que le besoin d'affection ou de sexualité disparaît complètement. La seule chose qui m'intéressait, c'était de trouver de la thune pour pouvoir acheter de la coke. Pendant le temps où je consommais, les rapports avec mes proches se sont considérablement modifiés. Je ne faisais plus que mes trucs. Et je ne m'intéressais plus du tout aux autres, à leurs idées, leurs sentiments ou leurs préoccupations. La cocaïne, c'est la drogue de l'ego. Oui. Simplement parce que ça rend terriblement égoïste. Je ne pensais plus qu'à moi. Je n'avais plus aucun respect pour mon petit ami de l'époque, à qui je mentais sans cesse, dont je trahissais la confiance à tout bout de champ. J'avais construit un mur autour de moi. Je me disais, de toute façon, les autres, c'est tous des abrutis. On se fait son film, on n'est plus disponible pour les autres. Avec la cocaïne, les relations de couple sont généralement compromises. Soit les deux en prennent, auquel cas ils vont s'éloigner l'un de l'autre, soit il n'y en a qu'un seul qui en prend, et dans ce cas, c'est la compatibilité entre les deux qui va finir par manquer. Le caractère se modifie. Le cocaïnomane n'est plus attentif à ce qui se passe autour de lui. Il ne parvient plus à s'intéresser aux désirs et aux problèmes d'autrui, et encore moins à ceux de ses proches. La moindre discussion l'agace. Il va répondre « Oui, oui, tu as raison ». Mais la seule chose à laquelle il pensera, c'est à sa prochaine ligne. La cocaïne est un tueur de relations, et pour les amitiés, c'est la même chose. Socialement, c'est une drogue qui produit de l'indifférence.
La cocaïne ne rend communicatif qu'en surface. On parle de tout et de rien, avec tout le monde et avec personne. De l'expérience que j'en ai, je dirais que ce n'est certainement pas une drogue qui incite à ouvrir son cœur ou à s'impliquer émotionnellement avec les gens qui nous entourent. J'ai toujours trouvé ça très superficiel. Les avantages initiaux de cette substance, à savoir une grande disponibilité au niveau social, se transforment au fil des années en leur contraire, en une tendance au repli sur soi et en une incapacité quasi chronique à avoir des contacts ou à interagir avec d'autres personnes. La cocaïne, drogue de l'ego, accapare le consommateur, désormais incapable de s'intéresser à autre chose. Avec le temps, la personnalité se modifie. Les changements, vous les percevez au bout d'un moment, quand des amis proches, des gens qui vous connaissent bien et qui vous voient évoluer, vous disent « Tu n'écoutes plus ce qu'on te dit, tu vis dans ta bulle ». Et dans des moments de lucidité, on se rend compte qu'ils ont raison. Le caractère et le psychisme changent. Ce que nous n'avons pas encore évoqué, c'est que la cocaïne stimule énormément l'amour-propre. Parfois, ça vire à la mégalomanie. Les principales modifications de la personnalité par la cocaïne partent dans cette direction. À force de mégalomanie latente, on devient catégorique, on refuse les compromis. Et quand les choses ne se passent pas comme on voudrait, on devient facilement irritable. On finit par se comporter comme un petit dictateur. Plus la consommation augmente, plus l'aptitude à l'autocritique ou à accepter la critique d'autrui diminue. On développe une tendance à repousser la faute sur les autres. Et je connais quelques cas de personnes qui, à force de prendre de la cocaïne, sont devenues extrêmement désagréables. Sur le long terme, l'usage de la cocaïne entraîne une détérioration importante de la cloison nasale et de la dentition. Mais tout cela n'est rien au regard d'autres conséquences nettement plus radicales. Certaines personnes sont allergiques à la cocaïne. Chez un néophyte, une première prise est susceptible de causer un arrêt respiratoire qui peut entraîner la mort si on n'intervient pas dans les 10 minutes qui suivent. À long terme, la consommation de cocaïne influe sur les vaisseaux du cœur. Elle cause aussi une augmentation de la pression artérielle et de la pression oculaire. Elle agit sur notre système nerveux central et notre système nerveux végétatif. Quand je consommais de la cocaïne, je ne me rendais pas compte du tort que ça me faisait. Le coup de fouet que ça me donnait me déboussolait totalement. Psychiquement, j'étais complètement perturbé. Il y a une chose qu'il faut savoir quand on touche à la cocaïne. C'est que l'effet qu'on recherche au début s'inverse si on en consomme sur le long terme. L'euphorie du début se transforme en dépression. Les phases durant lesquelles je prenais 2 à 3 grammes par jour, je n'arrivais plus à dormir. Et quand j'arrivais péniblement à somnoler un peu, je faisais des cauchemars. J'avais des sueurs froides. J'étais persuadé qu'il y avait des gens cachés dans tous les coins, prêts à me dénoncer parce que je venais de me faire une ligne. Vous savez ce que c'est la vie de pop star? On a plein d'argent. Alors un soir, je me suis envoyé 2 grammes de coke, tout seul. Et j'ai bu 2 bouteilles de vin. Le jour suivant, on devait passer la télévision. J'étais tellement à la masse que je me suis dit « Ok, là, c'est la fin. J'ai plus qu'à sauter par la fenêtre. » Les moments de panique arrivaient très soudainement. Et tout ce qu'on trouvait génial l'instant d'avant devenait tout à coup horrible. L'usage intensif de cocaïne ou de crack peut générer des psychoses. Ces psychoses peuvent être latentes et révélées par la consommation, mais il peut aussi s'agir de psychoses nouvelles, directement liées à la cocaïne ou au crack.
Dans les cas les plus extrêmes, ça peut aller jusqu'à des troubles de la personnalité. Les gens entendent des voix. Ils souffrent de paranoïa. À tous les coins de rue, ils croient voir des policiers qui vont leur sauter dessus. Ils se grattent jusqu'au sang, persuadés que des vers se baladent sous leur peau. Ce sont des impressions totalement imaginaires, mais qui conduisent ces personnes à avoir des comportements très marqués. Il y a d'autres dangers, d'autres inconvénients à la cocaïne. Elle crée des fois des situations, on pourrait dire, de grande angoisse et à la limite de la paranoïa. Avec l'impression que les gens vous en veulent, que les gens vous menacent. Et on voit des fois certains sujets, après avoir pris la cocaïne, qui ont des réactions assez agressives parce que ils se défendent d'agressions qu'ils imaginent, parce qu'ils ne sont pas réelles, mais ils se sentent agressés. À cela s'ajoutent des dépressions qui peuvent être assez graves. La cocaïne stimule la production de dopamine dans le cerveau, mais à partir d'un certain moment, le cerveau va se défendre. Le cerveau est un organe homéostatique. Et donc, quand on augmente d'un seul coup la production de dopamine en prenant de la cocaïne, le cerveau va chercher à se rééquilibrer. Par exemple, en réduisant le nombre de récepteurs pour la dopamine. Quand l'effet de la cocaïne cesse, on va avoir l'impression de manquer d'énergie, comme un robot qui n'est plus alimenté en électricité. Ça entraîne une dépression assez importante. C'est ce qu'on appelle le crash. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisme est ainsi fait, c'est que ce que artificiellement vous obtenez en surplus, votre organisme va vous le prendre forcément en déficit dans un deuxième temps. Et donc, il y a toujours, après la cocaïne, alors là, ça varie selon les gens, mais il y a toujours un creux, il y a toujours une dépression. Alors la dépression peut survenir tout de suite après avoir pris le produit. D'autres fois, elle met beaucoup plus longtemps pour venir, mais elle survient de manière massive, avec une dépression énorme, avec même des fois des idées suicidaires. Les gens qui sniffent de la coke ne me donnent pas l'impression d'être particulièrement heureux ou équilibrés. Au contraire, je les trouve plutôt instables et mélancoliques. Ariel Scheiger est en prison depuis 10 ans. Dans 2 ans, il aura purgé l'intégralité de sa peine. La justice décidera alors s'il peut être libéré ou s'il doit être maintenu en détention. Pour lui, une chose est sûre, sa vie de dealer est définitivement derrière lui. Et vous me posez la question, je vous dirai sans hésiter que la cocaïne est un produit dangereux. Anna a achevé sa thérapie il y a 1 an. Elle souffre aujourd'hui de ne plus pouvoir rencontrer certains de ses amis qui se droguent toujours. La tentation lui fait trop peur. Oui, ça reste très dur. C'est un combat qu'il faut renouveler sans cesse. D'autant qu'à Berlin, la drogue est omniprésente. C'est pas quelque chose de foutu. Quelqu'un qui se drogue, c'est quelqu'un que l'on doit pouvoir aider. S'il prend le temps, si tu arrives à l'apprivoiser, que tu prends le temps de l'aider, qu'il prend le temps de venir, il se sentira l'affaire. Il arrêtera la drogue. Ralph fait du bénévolat dans le social. Pour lui, c'est une façon de tourner le dos à la cocaïne. Je sais aujourd'hui que je me suis mis en situation de danger bien plus que je n'ai jamais voulu l'admettre. Mais en attendant, je suis toujours là. Et je peux affirmer que je suis clean depuis 1 an et demi. Outre le fait qu'on jette son argent par la fenêtre, ce qui n'est tout de même pas rien, il y a aussi l'idée qu'en consommant de la cocaïne, on soutient toute une chaîne de criminalité à base d'influence politique, du trafic d'armes, etc. Andreas Niedrig continue son entraînement intensif. Il participe activement à des actions de prévention contre les risques d'addiction. Il informe les jeunes dans les écoles et les clubs de sport. Le vilain dealer qui guette votre enfant au coin de la rue pour en faire un toxico, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'enfant fragile qui va dire « Ok, je vais essayer ». Patrick a encore 4 mois de thérapie devant lui. Il continue à exercer son métier. Pendant le traitement, il a fait 2 rechutes. J'ai peur de la cocaïne. J'ai peur de la tentation. Comme on dit, la pire des tentations, c'est la drogue elle-même. Et si j'en avais, là, devant moi, je ne mettrais pas ma main au feu que je n'y toucherais pas. C'est quelque chose qui se travaille et qui s'apprend. Accepter de vivre les choses sans tricher en prenant un produit qui va compliquer les choses. Et en plus,
Si je dis ça, c'est pas pour faire de la morale, c'est pas pour dire c'est bien ou c'est mal, c'est que ce produit va vous le faire payer très cher. On s'envolait très haut. Par moments, ça faisait la folie des grandeurs. Les journées n'avaient plus de rythme normal. Il n'y avait plus de samedi, plus de dimanche, plus de lundi. Tout ce que je faisais était lié à l'obsession de me faire une ligne. La coke, c'est la drogue de l'Union européenne. Avec la cocaïne, le monde ressemble à un magazine en papier glacé. Quand j'étais sous cocaïne, je me sentais intouchable. Et c'est ça qui me donnait envie d'en reprendre. De grande angoisse et à la limite de la paranoïa. C'est la manière la plus chère de faire un mauvais trip. On peut dire que la cocaïne est une drogue qui colle parfaitement à la société actuelle. La cocaïne est devenue une drogue de la rue. Dans les grands centres urbains, comme Berlin, elle est extrêmement facile à trouver. Contrairement à d'autres drogues, le plaisir de consommer de la cocaïne est d'abord abstrait. Il y a l'interdit qu'on transgresse, il y a la difficulté à en trouver, et puis la cocaïne a un côté un peu élitiste. Quand on regarde les images de la Berlinale, on se demande ce qui se passerait si la cocaïne disparaissait d'un seul coup. À quoi cela ressemblerait? L'effet était euphorisant. En un rien de temps, et quoi que je fasse, je me sentais fort. J'étais bien. Tout me plaisait, et j'avais la pêche. Surtout dans ma tête. La cocaïne a un effet fortement libérateur. C'est un désinhibant qui donne envie de parler. Quelqu'un qui est peu loquace ou renfermé peut devenir un vrai champion de la tchatch. Je n'ai jamais été très à l'aise lors des fêtes. Pour moi, la cocaïne, c'était l'idéal, parce que j'étais jeune, on faisait souvent la java. Plus tard, dans ma vie professionnelle, il y a eu aussi tout un tas de soirées, d'événements, et il fallait avoir de la présence, il fallait parler. Ralph travaille en tant que créatif indépendant. À 20 ans, il essaie la cocaïne lors d'une soirée en boîte de nuit. Durant 25 ans, il en consomme régulièrement. Son dealer est joignable 24 heures sur 24. Au début, j'en prenais pour faire la fête. Et puis les fêtes se sont multipliées et il y avait de la cocaïne tout le temps. Alors j'ai commencé à en prendre chaque jour. Quand je me suis mis à mon compte, j'ai énormément travaillé, notamment la nuit. Et là, la cocaïne m'a été très utile pour rester éveillé et pour être créatif, entre guillemets. La première fois que j'ai touché à la cocaïne, j'avais 15 ou 16 ans. Mais c'était encore un produit très cher. Et on n'en achetait que rarement. On était ados, ça n'était pas encore une habitude. La majorité des gens qui prennent de la cocaïne, la plupart du temps, le font par curiosité, par plaisir, et soit ne viennent pas consulter, soit viennent demander de l'aide, mais c'est relativement rare qu'on prenne de la cocaïne parce qu'on va mal. La première chose que ça donne, c'est vraiment un sentiment de toute puissance. C'est un peu fort, mais de confiance en soi, qu'on n'a pas forcément pour quelqu'un qui est un peu inhibé, un peu timide. Ça aide.
Quand on prend de la cocaïne, on produit énormément d'endorphines, je crois, une sorte d'hormone du bonheur. Ce qui fait que, dès la prise, on se retrouve dans un état d'euphorie tout en étant très lucide. Et toute sensation de fatigue disparaît, donc on peut faire la fête toute la nuit, continuer à boire toute la nuit, sans avoir jamais le côté dizzy, le côté fatigué que l'alcool, par exemple, peut donner. Au bout d'un moment, au lieu de n'en prendre que le samedi, j'ai commencé à en prendre dès le vendredi. Un peu plus tard, je me suis mise à en prendre quand j'avais rendez-vous le soir. Je me disais, allez, c'est pas grave, je démarre un peu avant les autres. C'est comme ça que j'ai commencé à en prendre seule. La cocaïne intervient sur notre système de récompense. Le système de récompense est activé par un neurotransmetteur, la dopamine. Et la cocaïne empêche, pour ainsi dire, la dopamine de disparaître de notre système de récompense. De fil en aiguille, c'est devenu ma petite récompense que je m'accordais après ma journée de travail ou après la fac. Et j'ai commencé à avoir envie d'en prendre même quand je ne sortais pas. Au début, je n'en prenais pas souvent. C'était réservé au week-end. Et donc ça se limitait à 1 ou 2 fois par semaine. Mais progressivement, mes week-ends ont démarré le jeudi soir, et puis le mercredi, jusqu'au moment où je me suis mis à en prendre pratiquement tous les jours. J'en prenais même pour travailler. Je ne savais même plus ce que c'était de ne pas être sous l'effet de la cocaïne. En 1859, les premières feuilles de coca arrivent en Allemagne par le port de Hambourg. Le chimiste Albert Niemann s'intéresse tout particulièrement à cette plante de la cordillère des Andes dont on dit monts et merveilles. En 1860, il est le premier à en isoler les alcaloïdes. Wolf Kemper est enseignant en sociologie à l'université de Lüneburg dans le nord de l'Allemagne. Il travaille sur l'histoire de la cocaïne. Pendant 10 ans, il a étudié le comportement des consommateurs de cocaïne. Les cocaïnomanes ont l'impression de faire partie d'une certaine élite parmi les consommateurs de drogue. Le plus souvent, ils ne se considèrent pas comme des drogués, mais comme des gens qui utilisent une substance psychotrope pour leur plaisir ou pour stimuler leur créativité. La cocaïne n'est pas la drogue du tout venant, entre guillemets. C'est la drogue de gens plutôt à l'aise dans la vie, de gens qui ont un certain standing, comme les hommes d'affaires par exemple. Les gens que je connais qui prennent de la cocaïne ne sont pas forcément des junkies qui vont prendre de l'héroïne. La cocaïne, en tout cas dans les milieux que je fréquente, c'est une drogue de fête. Ils n'ont pas vraiment le sentiment de commettre un délit ou de faire partie de la catégorie de ceux qu'on appelle les drogués. Pour moi, la consommation de cocaïne n'a jamais été associée à l'idée de délit. Peut-être parce que ça se passait en privé. Je n'ai par exemple jamais acheté de drogue dans la rue, où j'aurais eu sans doute davantage l'impression de faire quelque chose d'interdit. Tout se passait en privé, dans les appartements. Ces dernières années, la consommation a fortement augmenté. La cocaïne, longtemps considérée comme une drogue chic réservée aux nantis, est aujourd'hui beaucoup moins chère. Elle est devenue un produit courant à usage quotidien. La cocaïne se consomme dans tous les milieux. Dans mon cercle d'amis, tout le monde prend de la cocaïne. Ça va de l'ouvrier jusqu'à l'universitaire. La cocaïne coûtait l'équivalent de 150 à 200 euros le gramme. Aujourd'hui, elle coûte de 40 à 50 euros le gramme.
Elle est devenue accessible pour tout le monde. Aujourd'hui, la cocaïne est aussi bien consommée par des gens très riches, comme autrefois, que par des gens très pauvres, qui bénéficient d'allocations sociales. Il semble que les catégories les plus pauvres de la population soient la nouvelle cible du marché de la cocaïne. Dans notre centre, nous voyons passer différentes catégories sociales qui consomment de la cocaïne. Et c'est assez fluctuant, sans qu'on sache très bien pourquoi. En ce moment, par exemple, parmi nos patients, nous avons beaucoup de cuisiniers et beaucoup de coiffeurs, aussi bien des hommes que des femmes. Nous avons également beaucoup d'enseignants. Au début, Patrick prenait de la cocaïne pour faire la fête, pour s'amuser et pour se sentir bien. Mais petit à petit, il a commencé à en prendre pour être plus performant dans son travail. À mon avis, la cocaïne est présente dans tous les milieux. Dans les milieux où on fait la fête, dans les bars, mais aussi chez les hommes d'affaires, les médecins, les agents immobiliers, les vendeurs de voitures. On en trouve pratiquement partout. Le consommateur de cocaïne est relativement invisible. Il a toujours été parfaitement intégré à la société et a priori, rien ne le destinait à attirer sur lui l'attention des médias et du public. Mais tout cela a changé quand le crack, la cocaïne sous forme fumable, est arrivé sur le marché. En Allemagne, la cocaïne est présente dans les Fixerstuben, des endroits dans lesquels les toxicodépendants peuvent consommer leur drogue légalement dans un environnement médicalisé. Depuis le milieu des années 90, la consommation de cocaïne a fortement augmenté et son public s'est élargi. Autrefois, c'était une drogue exclusivement festive. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Selon nos informations, les 15 à 20 000 toxicodépendants recensés à Hambourg consomment pratiquement tous du crack à des degrés divers. Ça peut aller d'une fois par semaine à une fois par jour. Dans certains cas, ça va jusqu'à 80 pipes de crack par jour. Pour se faire une idée de la différence entre la cocaïne et le crack, il faut se dire que le crack est à la cocaïne ce que le char d'assaut est à la mobilette. Le crack est de la cocaïne chimiquement transformée en cristaux destinés à être fumés. L'effet est quasi immédiat, mais il est extrêmement fugace. La plupart des gens que nous voyons passer sont polytoxicomanes. Souvent, les gens qui fument du crack prennent également de l'héroïne ou du barbiturique et des benzodiazépines pour redescendre de leur trip à la cocaïne. Ce qui fait que nous avons affaire à une polytoxicomanie très marquée, avec un public de toxicodépendants très varié et souvent très pauvre. Dans notre centre de thérapie, nous constatons que la cocaïne touche aujourd'hui toutes les couches de la population. Elle ne se limite plus à des groupes bien déterminés. C'est devenu une drogue de la rue. L'usage de la cocaïne a connu une première vague dans les années 80. Dans le milieu de la musique, la poudre blanche était particulièrement répandue. Mais elle était encore un produit de luxe. Dans son autobiographie, Hart wie Marmelade, dur comme de la confiture, Kai Hawaii, le chanteur du groupe Extra Bright, retrace l'atmosphère de cette époque marquée par l'émergence de la cocaïne. Und ich beschloss endgültig, der unheiligen Gier nach dem Stoff einen eigenen Songtext zu widmen. Kokain war eine ziemlich nüchterne und sarkastische Bestandsaufnahme geworden, die in der Zeile gipfelte: Ich will mehr, meine Heimat ist das Meer. Die Nummer beruhte auf eigener Erfahrung. Du kannst sie sehen!
La première fois qu'on a pris de la coke, c'était en 1981. C'était l'époque où on a commencé à tourner à travers toute l'Allemagne. Nous étions dans un club à Berlin, on avait rempli la salle et le concert avait été super. Et après, fameuse drogue si smart et si chère. Pour nous, c'était un symbole de réussite, de glamour. Évidemment, on trouvait ça génial. C'était le début des années 80. Tout allait très vite. La tendance n'était plus à la rêverie planante, ni à l'élargissement de la conscience ou au voyage intérieur psychédélique. La tendance était à l'affirmation de soi. Il fallait booster son ego. Et de ce point de vue-là, la cocaïne collait parfaitement avec ces années-là. Ça a été une phase. Quoi qu'on fasse, où qu'on aille, la coke était toujours présente. Ça faisait partie d'un tout. On trouvait ça très classe. C'était une attitude. Il y a eu des moments super. Après les concerts, on se faisait une ligne et ça y allait. Génial, on est les plus grands, blablabla. Ça avait pour effet de démultiplier l'estime qu'on avait de soi-même et d'intensifier la perception des choses. Wolf Kemper a également étudié le rapport entre cocaïne et musique. Il a mené des entretiens avec une quarantaine de musiciens qui ont accepté d'évoquer leurs expériences. Les musiciens étaient obsédés par le désir d'afficher leur célébrité. Or, la consommation de cocaïne est une façon d'afficher sa célébrité. Ça revient à dire, moi j'ai les moyens, je peux me le permettre, même si au gramme c'est plus cher que de l'or fin. Je m'appelle Hermann Ariel Scheige, j'ai 51 ans, je suis en prison depuis 10 ans pour trafic international de cocaïne. En 1971, Ariel Scheige quitte l'Uruguay pour l'Allemagne. Très vite, il noue des contacts avec les milieux politiques extrémistes où les drogues sont très courantes. Dans les années 70, le cannabis et le LSD dominent encore le marché. La cocaïne arrivera un peu plus tard. Mes premiers contacts avec la cocaïne datent du début des années 80, vers 1982. Dans ces années-là, tout le monde s'intéressait à la cocaïne. C'était la mode absolue, surtout durant la première moitié des années 80. C'était l'époque du disco, des fêtes à tout casser, des costumes scintillants, des soirées événements. Et au cours de ces soirées, les consommateurs de cocaïne adoraient se donner en spectacle. La cocaïne cadrait parfaitement avec toute cette vie festive et nocturne. Le disco était au top et la cocaïne, c'était pour ainsi dire la cerise sur le gâteau. Socialement, c'était quasiment devenu un must. Parmi mes clients, j'avais un homme politique, des courtiers en bourse, des yuppies, des publicitaires, etc. Plein de gens comme ça. Et puis il y avait aussi tout un tas de gens issus de familles très riches. C'était très sympa d'être dans cette ambiance, dans cette humeur où on avait la sensation de brasser un tas de choses et d'avancer en permanence. On avait l'impression de faire partie d'une caste de privilégiés, de connaître des secrets que les autres ne connaissaient pas. Tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai beaucoup de mal à définir ce que ça nous apportait effectivement.
Je ne vais pas nier le plaisir que j'ai pu prendre, et je reconnais qu'il y avait vraiment une attirance très forte. Mais avec le recul, j'ai davantage le souvenir de moments désagréables que de moments agréables. Tu te trouvais des affinités avec des gens auxquels tu n'aurais jamais fait confiance en temps normal. Et tout ça à cause de la coke. Et il n'y avait rien de vrai ni d'authentique. C'était juste de l'esbrouf. Et le plus souvent, ça se passait dans des conditions assez peu reluisantes. On se retrouvait dans des toilettes sordides, à se faire des lignes sur les lunettes de chiottes dégueulasses. Mais on s'en fichait. Tout était merveilleux. Et c'était reparti pour un tour. Au début des années 80, la cocaïne a été de plus en plus appréciée par les musiciens de la nouvelle vague allemande, mais aussi par le public. Le chanteur Falco, par exemple, n'a jamais caché son opinion sur la question. Quand il chante,